Bonjour, bienvenue dans ce quatrième podcast du Point Humain. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler des peurs et des freins que toute personne dans l'accompagnement va pouvoir ressentir, qui va la freiner à faire du groupe et qui va la pousser à rester en un pour un. Donc, bienvenue, moi je suis Lorraine, je suis animatrice de groupe de parole et formatrice du collectif. Du coup, je voudrais vraiment pouvoir vous partager les grosses croyances limitantes qui sont même des fois très dangereuses sur l'accompagnement des personnes que peuvent ressentir les coachs, les thérapeutes, les formateurs, les accompagnants. La première chose que vraiment on a pu me redire, c'est qu'il n'y a que le un pour un qui fonctionne parce que il n'y a que ça qui permet vraiment d'aller là où la personne elle a besoin, d'aller vraiment adapter tout pour la personne. Parce que ce qui est valable pour un n'est pas valable pour les autres. Grosse croyance limitante, très dangereuse. Pourquoi? Parce que le un pour un est indispensable. Tout le monde, on doit toujours pouvoir proposer des temps de un pour un. S'il n'y a que du collectif, ça ne va pas permettre d'aller assez en profondeur. Mais s'il n'y a que du un pour un, vous allez être limité sur plusieurs éléments clés d'une transformation et d'un accompagnement qui va pouvoir tenir sur la durée. Pourquoi? Parce que l'être humain vit en société. C'est tout. C'est juste ça à comprendre. Donc, du coup, on ne vit pas tous isolément, on ne vit pas chacun dans un... Nous ne sommes pas des ermites. Voilà ce que je voulais dire. Anthropologiquement parlant, nous avons toujours tous vécu en clan. Donc, c'est aussi comment pouvoir réussir à travailler sur soi, donc en faisant du un pour un, mais en pouvant aussi avoir un espace sécure qui va pouvoir, donc ce groupe, qui va pouvoir après nous renvoyer vers la société. Parce que quand on est dans un coaching, dans un accompagnement, ça, là, on va vraiment travailler sur soi, mais il nous faut un endroit pour pouvoir nous tester avant d'aller dans la société. Donc ça, ce n'est pas la première fois que je le dis. Je le redirai encore et encore et encore, mais c'est aussi se rendre compte que le un pour un permet un sentiment de légitimité, oui, mais bien plus amoindri qu'un sentiment de légitimité ressenti dans un groupe. Si vous vous sentez légitime devant une personne, c'est incroyable, c'est génial. Si vous vous sentez légitime, pardon, devant 8 personnes, vous vous rendez compte, c'est plus fois 1 l'accès ressenti, c'est fois 8. Et du coup, comment ça s'installe encore plus en soi? Le un pour un permet pas ça, en fait. Le un pour un, c'est aussi pouvoir se sentir vu, reconnu, entendu, compris. Alors, vous pouvez être vu, entendu, compris par la personne qui vous accompagne. J'espère bien, justement, que vous permettez ce côté-là. Ça, c'est quelque chose que je n'en doute pas. Mais par une personne, c'est limitant. Pourquoi se limiter à une personne alors qu'on peut le faire auprès de plusieurs personnes? Donc, le sentiment de légitimité qui va commencer à naître en la personne, il va être vraiment mais multiplié. Et vous, après, vous reprenez ça en un pour un, en fait. Vous faites un pour un moment de groupe, et vous reprenez du un pour un. C'est là, en fait, où vous permettez à la personne d'aller beaucoup plus loin. Il y a aussi des choses, en fait, que le un pour un ne permet pas, puisque la personne reste complètement maître de ce qu'elle va vous dire. Vous ne pouvez pas maîtriser ce qu'elle va vous dire, c'est tout à fait normal. Elle va vous dire ce qu'elle a envie de vous dire. Du coup, même, elle va peut-être se filtrer, elle va peut-être choisir consciemment ou inconsciemment les choses qu'elle va vous dire ou qu'elle ne va pas vous dire. Et là, du coup, bah, vous-même, vous n'êtes pas dans sa tête, vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle choisit de vous dire ou pas. Là, cette personne-là qui va être dans un groupe, qui ne va pas forcément participer, mais qui va peut-être juste écouter, entendre, dire quelques mots à droite à gauche, va entendre le témoignage d'une autre personne, et là, il y a une lumière qui va s'allumer et qui va se dire, oh, mais c'est tellement ça que moi aussi je ressens. Et du coup, après, va vous le repartager quand vous serez en un pour un, ou peut-être va même le partager dans le groupe et vous allez pouvoir le reprendre un pour un. Mais si vous ne lui donnez pas l'espace possible pour faire ça, où est-ce qu'elle va le faire? C'est pas en un pour un qu'elle va réussir à le faire. C'est en groupe.
Mais est-ce qu'elle va réussir à le faire en groupe tout seul dans la société, sans un filet de sécurité, sans un cadre bien tenu, sans des personnes pleinement de confiance en face d'elle? J'en suis pas sûre. Alors que là, vous lui donnez l'espace où elle va pouvoir faire ça. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent, moi, j'ai une grosse exigence envers moi-même. Du coup, j'ai peur d'être trop exigeant envers le groupe. Ça, c'est aussi une grosse croyance limitante parce que, en fait, là, il est clairement question de travailler sur sa propre posture. Être trop exigeant envers soi, à quel moment c'est un défaut, à quel moment c'est une qualité? C'est toujours une question de curseur. Ça peut être extrêmement nécessaire d'être exigeant envers soi-même, mais à quel moment c'est délétère pour vous permettre de faire du groupe? Et à quel moment ça va vous saboter votre groupe, en fait? Et du coup, ça va faire en sorte que votre cadre et votre posture ne seront pas bons. Donc, l'exigence envers soi-même, c'est bien suivant comment vous l'amenez. Et c'est se dire que on ne peut pas maîtriser ce qui va se passer dans le groupe, tout comme on ne peut pas maîtriser ce qui va se passer en un pour un. À partir du moment où vous avez un autre individu en face de vous, vous ne pouvez rien maîtriser. Vous ne savez pas comment va réagir la personne, même si vous êtes que en un pour un. Vous ne savez pas ce que la personne va dire, ce que la personne va faire. Là où est la différence, c'est que c'est plus facile de maîtriser puisqu'il n'y a qu'une personne. Du coup, en groupe, là, vous sortez pleinement de votre zone de confiance, hein, puisque ce n'est pas une personne qu'il va falloir gérer, c'est plusieurs. Et vous ne savez pas comment toutes ces personnes-là vont réagir. Donc oui, être exigeant envers soi-même peut être quelque chose de très positif. Être exigeant envers le groupe peut être quelque chose de très, très positif aussi. La chose qui va être très importante à faire, c'est de mettre un cadre à cette exigence, de remettre les bons objectifs. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que je fais du groupe? Quel est le niveau d'exigence que je peux exiger de ce groupe à ce moment précis? Tout ça, ce sont des objectifs à poser. Et là, déjà, quand le cadre est posé, quand les objectifs et les bons outils sont posés, eh ben, en fait, il n'y a plus de problème. C'est juste déplacer le problème, en fait. Donc, c'est se dire qu'il suffit de cadrer les choses. Vous pouvez cadrer votre propre exigence et l'exigence que vous attendez du groupe. C'est très, très important. Je sais que ça peut paraître très, très abstrait pour toute personne qui n'a pas forcément fait du groupe ou qui a fait du groupe mais qui ne l'a pas forcément toujours bien vécu. J'ai envie de vous dire, c'est clairement, moi, mon boulot de vous apprendre à faire des choses comme ça. Autre croyance limitante, ça va être sur, moi j'ai envie de faire du groupe, mais j'ai peur que les personnes à l'intérieur ne participent pas et du coup me disent qu'elles n'ont pas envie de venir parce que justement le groupe, ça leur fait peur et qu'elles ne vont pas participer. Vous pouvez avoir des clients qui vous disent non, 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 moi je veux que du un pour un parce que le groupe, c'est pas fait pour moi, c'est pas, enfin, moi je parlerai pas dans un groupe et tout ça. C'est OK. C'est comment vous allez pouvoir travailler avec la personne en lui disant qu'il n'y a rien d'obligatoire non plus. C'est pas parce qu'elle participe au groupe qu'elle doit participer, doit dire tout ce que les autres vont dire. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent venir en observateur. Ça va permettre de pouvoir débloquer des choses et qui, au début, étaient observateurs et qui, au final, vont partager des choses aussi. Et ça va les faire cheminer aussi. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Tant que vous êtes là pour animer ce moment, pour tenir l'espace et pour comprendre les dynamiques de groupe et comprendre les rôles de chaque personne dans un groupe. Parce qu'un groupe, c'est aussi plusieurs individus. Donc, c'est le groupe comme une entité dans lequel il y a plusieurs individus. Donc, c'est bien se dire qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses qui sont attendues. Il y a une présence, il y a une écoute qui est attendue. Et après, c'est à vous de poser le cadre. Il suffit de l'expliquer. Moi, j'ai plein de personnes qui viennent en groupe de parole, qui me disent, oh là là, moi, j'ai pas envie de participer, j'ai pas envie de parler, tout ça. Mais je dis, mais il n'y a pas de souci, il y a
Rien d'obligatoire. On ne va pas vous mettre un couteau sous la gorge pour que vous puissiez nous dire tous vos secrets. Non, non. Et puis, il y a des fois, c'est aussi se dire, la personne n'a pas envie de parler de son vécu, mais elle peut aussi nous exprimer ce qu'elle ressent. Vous avez, par exemple, des outils d'animation et c'est lui dire, enfin voilà, faire travailler la personne, faire cheminer la personne. Ça peut être très intime, ce qu'elle a travaillé, ce qu'elle a cheminé pendant votre animation. Elle n'est pas obligée de le dire au groupe. Elle peut juste dire qu'est-ce que ça lui a fait de travailler sur ça. Et c'est déjà énorme. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était pas facile? Est-ce que les réponses sont venues naturellement? Est-ce que ça a réveillé des émotions en elle? Voilà, je veux dire, c'est tout. On ne lui demande pas de raconter sa vie, en fait. Donc, remettez du contexte. Expliquez quels sont les objectifs. Mais si vous-même, vous ne connaissez pas les objectifs ou si vous posez les mauvais objectifs, votre groupe, bah, c'est sûr que personne ne va vouloir aller dedans. Il y a aussi beaucoup de peur de la part des personnes qui pensent rester en un pour un. Il y a en général, c'est plus dans vraiment les traumas et les blessures de l'âme. Je n'en parlerai pas assez à mon avis. C'est que le groupe nous renvoie plus que plus à nos blessures de l'âme, à tous nos traumas, rejet, abandon, humiliation, vraiment tout ce côté-là. Euh, et il y a aussi beaucoup de comment on a été conditionné dans l'enfance, par rapport au groupe, par rapport aux amis, par rapport à l'éducation. Parce que nous avons toujours été en groupe en société. C'est aussi comment on a été, après, comment on a vécu nos différents postes de travail. Est-ce qu'on était inclus dans les équipes? Est-ce qu'on a été rejeté par un cercle d'amis? Tout ça, en fait, ça crée des blessures en nous aussi, qu'on conscientise plus ou moins. Et ça nous permet du coup, ça renforce énormément de choses en nous. Il y a un mécanisme de protection qui se met en nous et qui nous dit non, 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 ne fais pas du groupe. Ça, comme si c'était un danger. Reste en un pour un, tu vas réussir à plus gérer ce qu'il va se passer. C'est vraiment des choses, des blessures qui sont en nous. Si vous avez toujours une impression d'être rejeté d'un groupe, vous allez vous dire non, je ne vais pas faire du groupe parce que ça va mal se passer, puisque mes clients, ils ne vont pas réussir à trouver ce qu'ils vont avoir besoin de trouver. Parce que vous-même, quand vous en aviez, quand vous étiez plus jeune, vous avez vécu des moments où vous avez été rejeté, vous n'avez pas réussi à trouver ce que vous aviez besoin de trouver dans le groupe, dans l'éducation, dans le salariat, auprès des salariés, dans une équipe. C'est tout ça, en fait. Donc, c'est travailler sur ses propres blessures qu'on a pu avoir pour du coup se dire, OK, je comprends pourquoi ça me met mal à l'aise de pouvoir parler en groupe, de pouvoir tenir un groupe. Et du coup, je vais travailler sur ça pour me rendre compte qu'en fait, quand j'ai la bonne posture, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Donc, le groupe ne va pas vous dire, non, ce que tu fais, c'est de la merde. Non, vous n'entendrez jamais un groupe de parole vous dire ça, ou même dans un atelier vous dire ça. Vous pouvez avoir des personnes qui sont plus ou moins contentes, ok, mais jamais vous allez vous faire lancer des tomates en plein dans la tronche. Non, ça, ce sont des choses que vous ne vivrez pas. Donc, voilà un petit peu pour ce début. Il y en a tellement, tellement, tellement. Enfin, moi, dans ma formation, le module croyances limitantes, c'est un long moment hein, où on travaille sur ce côté-là, là où on travaille sur ses propres croyances limitantes, les croyances limitantes des autres personnes, parce que ce n'est pas encore les mêmes, mais à chaque fois, dites-vous qu'il y a, si vous vous dites non, le groupe, c'est pas fait pour mon accompagnement, c'est pas fait pour moi, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que vous vous dites ça? Quelles sont les blessures que ça renvoie en vous? Comment vous vous sentiez avant dans un groupe? Et à partir du moment où vous aurez cette réponse-là, vous pourrez voir quel est le vrai problème et quelle est la vraie chose à traiter. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous de votre écoute. La semaine prochaine, on parlera ensemble des bénéfices justement à partager, des bénéfices à partager ce que l'on peut ressentir justement dans un groupe pour se débloquer d'une situation.
Donc, je n'en dis pas plus. Je vous dis à la semaine prochaine.